J'aime bien dire ça, je suis désolé, mais je ne sais pas où sera l'action Tesla ou Google dans 10 ans, mais dans 100 ans, on continuera d'acheter et vendre des Picasso. Alors, l'information que je viens de vous donner, elle est peu pertinente dans le sens, dans 100 ans, on ne sait pas où on sera, et c'est juste, on n'investit pas pour dans 100 ans, mais ce qui vaut pour dans 100 ans vaut aussi pour dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. On a accès à une qualité d'actifs extrêmement rassurante. Si vous aviez acheté des tableaux de monnaie à la fin du 19e siècle plutôt que d'acheter de l'immobilier parisien, vous seriez infiniment plus riche. Avant de poursuivre cet épisode, je voudrais vous présenter Sapiens, qui est à l'origine du podcast Just Focus. Sapiens, c'est un family office nouvelle génération qui permet à ses investisseurs d'avoir accès à la fois à du conseil patrimonial personnalisé, notamment au travers de la méthode Sapiens, et également d'investir leur argent dans des fonds d'investissement qui sont triés sur le volet. Ces fonds, ils sont ultra exclusifs et pourtant ils sont accessibles dès 100 000 euros. C'est justement en faisant ce travail de sélection des fonds d'investissement qu'on a réalisé à quel point, derrière tous les chiffres qu'on pouvait analyser, il y avait aussi des histoires passionnantes à raconter. Alors j'espère que ça vous passionnera autant que moi et je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Just Focus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Dubois. Arnaud qui est cofondateur et directeur des investissements de Matisse. Matisse, c'est une plateforme qui crée des sociétés dédiées à l'investissement dans le marché de l'art. On parle aussi parfois de club deal, mais il va nous en dire beaucoup plus. Merci beaucoup d'être avec nous, Arnaud. Comment vas-tu ? Perrin, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, on peut te tutoyer. Je vois, pardon. Mais puisque tu es avec nous, je veux bien déjà que tu te présentes, et puis après, on parlera de Matisse un peu plus en détail. Arnaud Dubois, cofondateur de Matisse. Me présenter, c'est d'abord la légitimité de mes études, je dois dire. J'ai fait des études en histoire de l'art, en marché de l'art et en gestion de patrimoine. L'histoire de l'art m'a permis, et c'est fondamental dans le parcours qui est le nôtre, de savoir parler de la valeur artistique d'un objet. On le verra un petit peu plus tard, mais dans le cadre de nos investissements, le phare conducteur de nos investissements, c'est d'abord l'histoire de l'art. Avant de savoir si c'est un achat potentiellement rentable, il faut savoir si c'est un artiste qui est pérenne dans le temps. D'abord, l'histoire de l'art a permis de faire la différence entre ce qui est œuvre et ce qui ne l'est pas, des bons artistes et ce qui ne l'est pas, connaître la valeur artistique. Ensuite, des études de marché de l'art pour connaître la valeur financière. Il y a des bonnes œuvres de grands artistes, mais pour lesquelles il n'y a pas de marché. L'inverse est également vrai. Faire attention, c'est souvent une bulle qui apparaît et qui a tendance à éclater dans les années à venir. Donc, se diriger sur des artistes fondamentaux dans l'histoire de l'art avec un marché qui est conséquent, qui est actif. Et puis, la gestion de patrimoine. Et la gestion de patrimoine, elle me permet de me retrouver devant toi aujourd'hui, savoir parler des œuvres, de leur potentiel d'investissement, mais parler également la même langue que toi et celle de nos clients. Eh bien, ça a été mes études qui, assez vite, m'ont conduit à faire des stages en galerie, en société de vente aux enchères. Et je dois avouer que le discours qui a consisté à entendre se faire répéter que la meilleure façon d'investir dans le marché de l'art était de le faire avec son cœur, j'ai considéré pendant très ou trop longtemps que ce n'était pas une réponse suffisante. Et en ce sens, créer une société d'investissement ou une société qui permettait à des clients avec de la visibilité, avec de la régulation d'investir sur ce marché me semblait être assez indispensable. Très clair, tu rentres directement dans le vif du sujet parce qu'on met le doigt exactement là où il y a débat sur l'idée d'investir dans l'art avec le cœur ou sans le cœur. Donc je trouve ça super intéressant que tu pointes ça dès maintenant. Et puis, ça va nous permettre de faire une bonne transition avec Matisse. Alors, en quoi est-ce que, quand on investit avec Matisse, on investit avec la tête sans le cœur. Alors, on n'investit pas sans le cœur, mais effectivement, les œuvres d'art, elles sont achetées, échangées, vendues, amoncelées, dispersées pour 3 raisons. Ce sont les 3 services qu'apportent les œuvres d'art à leurs propriétaires. Des services artistiques, des services, je vais dire, un service social et un service financier. On peut faire les 3. On peut faire les 3 et c'est tout à fait possible. Ça nécessite de l'expertise, du réseau, savoir ce qu'on aime et des moyens financiers qui sont plutôt conséquents parce que tout le monde aime Picasso et Basquiat, sauf que ça requiert beaucoup d'argent. Le sujet qui était le nôtre, il était de dire que s'intéresser à ce marché, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. On peut acheter des œuvres qu'on aime sans se soucier de la considération financière. On peut le faire,
mais je connais personne qui le fait. Je connais personne qui a mis 300 000 euros sur un tableau sans se poser la question de savoir combien ça valait. Je connais personne qui a mis 300 000 euros dans une voiture ou dans un appartement sans se poser la question de la valeur de l'appartement ou la valeur du véhicule, par exemple, ou un bijou, ou une montre, etc., etc. Parce que les sommes sont conséquentes. Alors évidemment, si on parle d'un marché de l'art de quelques milliers d'euros, il existe, et il est d'ailleurs même la majorité du marché. 78% des œuvres sur le marché de l'art mondial s'échangent à moins de 1 000 $. 78% des œuvres s'échangent à moins de 1 000 $. 94% des œuvres s'échangent à moins de 50 000 $. Donc évidemment qu'il y a un nombre de personnes qui est conséquent, qui achètent des œuvres d'art pour le plaisir, sans se poser la question financière. Le problème, c'est que ces 94% d'œuvres, elles représentent en valeur de marché moins de 15%. Et acheter des œuvres pour se faire plaisir lorsque ça ne nous coûte pas grand-chose, c'est jamais un problème. Lorsqu'on commence à dépenser 6, 7 chiffres, ça commence à faire, ou 6 zéros, ou 5 ou 6 zéros après, ça commence à faire beaucoup d'argent. Et je le signale, mais je trouve ça toujours étonnant, cette discussion de savoir si acheter avec son cœur est pertinent ou pas. Oui, il est en qualité de collectionneur, c'est incontestable. Mais les gens qui vous disent ça, la plupart du temps, c'est moins les collectionneurs que les marchands. Et les marchands d'art, ils créent quand même leur plus-value sur l'opacité de la marge qu'ils génèrent entre le prix d'achat et le prix de la vente. Quand tu parles d'opacité, c'est parce que cette information, elle est indisponible. Elle est indisponible, c'est des ventes de gré à gré. Ouais, et on peut, en tant que marchand d'art, soit mentir, soit dire qu'on ne veut pas... Mais personne ne pose la question. Mais personne ne pose la question si combien demain, vous avez payé. Si demain, moi, je pose la question à un marchand d'art, il peut me dire « je ne vais pas vous répondre ». Il ne vous répondra pas. C'est sa marge, elle est d'ailleurs même la TVA qui était applicable pendant longtemps, c'était une TVA dite sur la marge. Elle était générée entre le prix d'achat et le prix de vente. Si vous voulez, il y a une marge et c'est là qu'est appliqué son... Parce que c'est là où il gagne de l'argent. Donc, cette personne-là, j'imagine moins qu'elle achète des œuvres que pour le plaisir personnel, d'œuvres qu'elle ne collectionne pas, mais qu'elle va revendre et se pose la question de l'acquisition comme un investissement. Donc, quand elle achète des œuvres, elle se dit plutôt... combien ça me coûte, combien je vais le revendre et combien de temps je vais le garder. Et donc cette considération qui est purement financière à la fin, évidemment qu'elle est purement financière, eh bien je trouve toujours un peu surprenant qu'elle ne soit pas appliquée, qu'ils se l'appliquent à eux mais qu'ils ne l'appliquent pas à leurs clients. Alors évidemment, on va pouvoir faire les différences entre le client, le collectionneur, etc. Mais fondamentalement, c'est quelqu'un qui paye, qui achète quelque chose, est-ce qu'il vit avec, est-ce qu'il ne vit pas avec. Chez Matisse, on est là pour donner de la visibilité et de la régulation sur un marché qui ne l'est pas, avec l'idée qu'un marché transparent et un marché régulé est un marché en croissance. Nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est d'investir. Alors, on a une activité d'advisory également, où on conseille des clients pour des considérations, pour répondre à des considérations, j'allais dire, sociales, personnelles, artistiques, en somme, mais aussi financières. Mais, encore une fois, il faut comprendre pourquoi la personne, l'investisseur, le collectionneur-investisseur s'intéresse à l'œuvre d'art. Est-ce que c'est pour des raisons artistiques, des raisons sociales, des raisons financières? Qu'est-ce que tu entends par social, juste pour clarifier? C'est un marchand juif new-yorkais qui m'avait raconté cette histoire un jour. J'avais trouvé ça génial parce que c'est un grand marchand d'art extraordinaire, un œil sublime, qui m'avait dit « mais moi, tu sais Arnaud, je collectionne, avant 100 000 euros, avant 100 000 $, j'achète pour moi. Après 100 000 $, j'achète pour les autres. » Et j'avais trouvé ça assez étonnant. Et c'est vrai que avant 100 000 $, il pouvait acheter des choses qui lui faisaient plaisir. Mais après 100 000 $, il fallait que les clients, en tout cas ses amis, lorsqu'ils venaient chez lui, sachent ce que c'est. L'avantage des artistes qui valent cher, et c'est assez criant, c'est que c'est des artistes reconnaissables. Joan Mitchell, Basquiat, Calder. En fait, on les reconnaît et on les voit à 100 mètres. Andy Warhol, il y a une signature. Et cette notion de signature, elle est importante parce qu'elle permet, évidemment, on s'intéresse à cet artiste parce qu'on l'aime, etc. Mais on n'est pas le seul à l'aimer et c'est rassurant de voir que les gens qu'on invite chez soi à boire un verre de vin ou de champagne en fonction de votre goût reconnaissent, en fait, bien sûr, de reconnaissance sociale, de statut. Il y a cette phrase un jour que j'avais entendue. Il y a quelqu'un qui m'a raconté cette histoire. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien, mais je l'avais trouvée très criante.
qui est que François Pinault avait dit ou aurait dit qu'à travers sa fondation, il a rencontré des gens qui ne lui auraient pas serré la main autrement. Et je trouve ça intéressant, en fait, de se dire qu'il y a une légitimité qui est apportée par l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, c'est quand même le moyen le plus chic d'exposer de l'argent sur son mur et de le faire avec intelligence. C'est un passeport pour l'éternité. Acheter une œuvre d'art, c'est un passeport pour l'éternité. Et c'est un bien unique qui vous positionne socialement comme un être unique. Le monde du luxe a repris les codes du monde de l'art. Voilà le caractère social de l'œuvre d'art. Ok, super clair. Et alors avec Matisse, vous vous intéressez plutôt à la partie investissement et valeur dans l'œuvre d'art. J'aimerais que tu me racontes, que tu détailles peut-être un peu plus le mode de fonctionnement, parce qu'on disait tout à l'heure que c'était une plateforme, que vous créez des sociétés dédiées à l'investissement dans le marché de l'art, mais j'aurais bien aimé que tu nous expliques justement... le fonctionnement. Bah oui, voilà, votre thèse d'investissement. Comment est-ce que vous créez de la valeur et quelle singularité vous avez dans votre manière d'acheter de l'art et de créer de la valeur pour vos clients? Alors, c'est presque toutes les questions, là. Ça va être une réponse un petit peu fleuve. Alors, d'abord, la thèse d'investissement, c'est permettre à des clients, investisseurs, de s'intéresser à un marché qui lui aurait été interdit. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 94% des œuvres qui ne génèrent que 15% de chiffre d'affaires global. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi qu'il y a entre 1 et 2% des œuvres dans le monde qui sont vendues, qui génèrent à elles seules quasiment 80% de la valeur. D'accord ? Le problème de cette classe d'actifs, alors d'abord l'avantage absolu de cette classe d'actifs, de cette catégorie d'œuvres, c'est qu'on a affaire à un marché international qui apporte à leurs propriétaires, à leurs porteurs, une sécurité exceptionnelle, extrêmement peu de volatilité, quasiment pas de volatilité, un marché plutôt en croissance, une raréfaction de l'offre, une augmentation de la demande, un effet ciseau, une augmentation mécanique des prix vers le haut. Si vous achetez à peu près bien un tableau de Picasso, de Warhol ou de Calder, avant de réussir à perdre de l'argent, c'est pas hyper évident. Ouais, après, ça me semble important quand même de préciser, quand tu dis qu'il n'y a pas de volatilité dans ce marché, sur un certain type d'œuvre d'art. Le 1%. Le 1%, c'est-à-dire les œuvres entre 500 000 et 5 millions, c'est un marché qui est extrêmement peu volatile. Extrêmement peu volatile, la demande elle est mondiale. Il y a une sécurité qu'apporte cette classe d'actifs. C'est un peu comme si on étudiait des tickets de loto gagnants qu'on comparait, ou bien qu'on investissait dans de l'immobilier haut de gamme parisien, mais parisien, new-yorkais, londonien, etc., etc. Tu vois, c'est un petit peu ce schéma-là. Donc la thèse d'investissement, elle est de donner accès à des clients particuliers et aux professionnels de la gestion de patrimoine, family office, etc., accès à cette classe d'investissement de manière beaucoup plus démocratique, c'est-à-dire à partir de 20 000 euros. Notre client qui dépense un peu plus de 100 000 euros chez nous, il a accès à 5 œuvres, avec réparties, donc diversifiées à partir de 20 000 euros. Donc on crée des SPV, pardon pour le terme un petit peu technique, on crée des sociétés dédiées. Chaque société possède une œuvre d'art, chaque société détient une œuvre d'art et le client va mettre 20 000 dans un tableau, dans une société qui possède un tableau de Warhol, dans une société qui possède un tableau de Kusama, dans une société qui possède un tableau de Basquiat, etc., etc. S'il avait voulu s'intéresser à l'investissement de chacune de ces pièces individuellement, s'il n'avait pas eu 15 millions, il n'aurait pas joué. C'est des pièces qui valent généralement... C'est quoi la fourchette que vous avez Nous, aujourd'hui? on est quasiment à 2 millions par œuvre. En moyenne. Okay, on est quasiment à 2 millions par œuvre, 1,5 million, 2 millions par œuvre, ce qui est très rassurant pour les acquéreurs, mais ce qui est très inaccessible pour l'immense majorité des gens. Si on considère qu'un portefeuille classique va avoir entre 5 et 15% de son patrimoine dans les œuvres d'art, tu vois ce que ça fait 1 million d'œuvres d'art, et puis il y a 1 million, t'en as qu'une. Oui, bien sûr. Donc, t'en as qu'une. Si tu veux diversifier, t'es full risk sur une seule pièce. Si tu veux diversifier un peu avec 10 millions d'euros d'actifs, entre 5 et 15, tu vois ce que ça fait, tu vois le patrimoine global que ça nécessite derrière. Et donc ça, effectivement, c'est pas pour tout le monde. Et l'idée qui était la nôtre, elle était de rendre accessible cette classe d'investissement, mais pas que à travers des considérations financières. Évidemment, financières, mais le marché de l'art, je le dis tout à l'heure et je le répète, c'est fondamental de le comprendre, c'est de l'expertise, du réseau
et des moyens financiers. À travers Matisse, on peut désormais investir dans cette classe d'actifs. On possède le réseau et on possède l'expertise. Donc c'est autant j'allais dire, de qualité qu'on vient faire profiter nos clients investisseurs qui diversifient leur patrimoine à travers des sociétés porteuses de projets, des sociétés dédiées, des clubs deals, et qui se font financer. Alors, la sortie, parce qu'il faut bien réaliser l'investissement, comment est-ce qu'on gère? Et ça, c'est intéressant parce que ça ira bien pour tes lecteurs, tes auditeurs, pardon, financiers et entrepreneurs. Un chiffre qui est fondamental, pareil, dans la compréhension du modèle économique, c'est qu'il existe moins de 1% dans le marché de l'art global de dette. C'est un marché qui est économique et ce n'est pas un marché qui est financier. Ça veut dire que les marchands d'art qui opèrent sans dette opèrent avec leur propre cash. Ça veut dire que autant d'œuvres qui sont achetées, d'accord, dans lesquelles nos clients investissent, c'est autant d'œuvres qui sont poussées auprès de professionnels du marché de l'art pour vente. On appelle ça des consignations pour vente. Et donc ces consignations, eh bien, ça va permettre de dégager de la trésorerie du galeriste, du marchand d'art, qui désormais va avoir accès à l'œuvre d'art, à la marchandise, sans avoir à décasser de cash. Alors, évidemment que sur une pièce à 50 000 euros, il n'aurait pas eu besoin de nous. Mais quand on vient avec 10 œuvres à 2 millions, on lui apporte 20 millions d'euros de marchandises. Autrefois, il avait décaissé 20 millions. Désormais, il a accès à la même qualité de marchandises sans avoir à décaisser 1 euro. Et ça, c'est un changement de paradigme pour les professionnels du marché de l'art. On leur confie les pièces et ils sont indexés sur la performance. Moins nos clients ont acheté cher l'œuvre d'art, plus ils vont la revendre avec un profit, plus leur profit est important, plus la plus-value générée pour nos clients investisseurs est importante. Donc, Matisse, qu'est-ce que c'est? C'est une société agréée par l'autorité des marchés financiers qui propose, qui a un agrément PSFP depuis novembre 2023, qui propose des club deals pour investir dans le marché de l'art à partir de 20 000 euros sur des artistes fondamentaux du XXe siècle, compris entre 500 000 et 5 millions d'euros par œuvre. Ok, tu disais tout à l'heure en préambule que c'est un marché qui est quand même caractérisé par son opacité, qu'accéder à des œuvres d'art, ça peut nécessiter d'avoir du réseau, d'avoir les bonnes entrées. Là, tu parles d'artistes qui sont excessivement prisés et connus. Comment est-ce que vous arrivez? C'est rassurant, mais en même temps, moi, je suis curieuse de comprendre comment est-ce que vous arrivez à vous les procurer, en fait, ces artistes, parce que vous n'êtes pas tout seul, j'imagine, à être intéressé quand il y a un Picasso qui est disponible à la vente. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à vous positionner sur ces œuvres-là sans être obligé de sortir des sommes qui sont disproportionnées par rapport à ce que vous espérez en revendre derrière? Alors, la plupart du temps, je ne sais pas si ça te rassurera ou pas, et nos auditeurs pareil, mais la plupart du temps, notre travail, il n'est pas d'acheter, il est de refuser l'acquisition. D'abord, parce qu'on reçoit beaucoup d'œuvres, on les source et l'immense majorité des cas, en fait, on étudie des projets d'acquisition, d'investissement et il peut manquer un certificat, il peut avoir une pièce qui a été un peu repeinte, il peut avoir, mais comme une voiture qui a eu un accident, qui a été cabossée, où la peinture est rouillée, on l'a repeinte un petit peu, et bien pour alors ça change pas toute le prix de l'œuvre d'art, mais pour nous, ça vient pas passer notre thèse. Alors d'abord, on se concentre sur entre 100 et 150 artistes, ce qui est pas mal. Aujourd'hui, il n'y a pas de galerie dans le monde qui suivent entre 100 et 150 artistes. D'accord. Une En galerie, général, ouais. ouais, parce que tout simplement, elle peut pas suivre tous ces marchés. Je te donne l'exemple de Andy Warhol. Andy Warhol, c'est un artiste, pardon, qui a réalisé à peu près 65-70 000 œuvres. Quand tu prends les 6 premières œuvres d'Andy Warhol, c'est les plus chères, chacune d'entre elles valent à peu près 250 millions de dollars. Et ça, c'est 6 œuvres. Il en reste 70 000. Donc, quand tu regardes le volume total que représente, on va dire, qu'est-ce que ça coûte Andy Warhol si on devait se procurer l'intégralité des œuvres, en fait, ça serait des milliards de milliards de milliards. On parle uniquement, purement et simplement d'Andy Warhol. Donc, tu rajoutes à ça Picasso, John Mitchell, Basquiat, Keith Haring, etc., Pollock. Donc, tu te retrouves avec des marchés qui pèsent des milliards et des milliards.
la totalité des œuvres d'art détenues chez les particuliers dans le monde, à ce jour, c'est à peu près 2800 milliards de dollars. 2800 milliards. En fait, c'est pas gérable par une galerie qui peut s'intéresser de manière limitée à un artiste, à 2 artistes, à 3 artistes, aller à 5 si elle a des moyens financiers conséquents. Mais tu sais, quand tu achètes un beau tableau de Picasso, c'est 50 millions de dollars. Bon, suffit que tu en achètes 5-6 dans l'année, tu vois ce que tu dois décaisser, ce que tu dois revendre, etc. L'avantage qui est le nôtre, l'avantage fondamental, c'est notre accessibilité à la trésorerie. On a du cash. Et Le on sait le cash de vos déployer. investisseurs, du coup. On a le cash de nos investisseurs et on sait le déployer extrêmement rapidement. Ouais, c'est quoi les délais que vous arrivez à déployer? On peut régler, ça nous est arrivé de régler des pièces à 3 millions en 3 jours. Là où habituellement les pratiques de marché, c'est quoi? Déjà, une galerie, une vente, ça peut être plusieurs mois. Ça peut être D'accord. plusieurs mois. La vente aux enchères, ça peut être très long, par exemple. Ok. Ça peut être très long, ça peut être des durées des négociations j'allais dire, qui peuvent dépasser 6 mois. Euh, Nous, on assure une transaction. C'est-à-dire que quand tu passes une pièce en vente aux enchères, d'abord, elle va avoir une estimation, 100, 140. Et puis finalement, peut-être que 100, c'était un peu poussif, il n'y a personne. Dans ce cas-là, on indiquera au marché que ça vaut pas 100, puisque ça n'a pas trouvé preneur, l'œuvre est invendue. Donc après, il faut s'accrocher pour pour vendre ça à plus de 100. Et puis, eh bien, entre 100 et 130, peut-être que ça fait 110, 120, 130, peut-être que ça fait 150, peut-être que ça fait 200. Mais ce niveau d'incertitude, il est tel que quand vous êtes vendeur, bah, c'est un risque que parfois, vous n'avez pas envie de prendre. Et puis, il y a aussi d'autres choses. On se retrouve avec des vendeurs qui ont besoin de liquidité immédiate, qui ont, pardon, envie de vendre ou besoin de vendre. Et nous, on est là. Tu as On des sait répondre à exemples ça. de cas, peut-être dans des œuvres que vous avez acquises ou... Pardon. Prends le temps de boire. Oui, pardon. Vas-y. On- Tu vois de cas où Ça justement nous est vous avez arrivé pu de faire un bon deal décaisser grâce à un ça. peu plus de 3 millions en 24 heures. Et on sait que la pièce, on était en compétition avec une grande société de vente aux enchères internationale qui avait envie de récupérer la pièce. Elle lui avait proposé une estimation entre 3 et 5 millions. On a acheté la pièce à peu près 2,7. Ok. Mais en 24 heures, le client avait les fous sur son compte. Et lui, il avait ce besoin de... Est-ce que tu dis pourquoi il a besoin de ce cash-là ou t'as pas le droit de le dire? Enfin, c'est plus pour nos auditeurs qui puissent On dire... ne sait pas. Vous savez pas, On d'accord. le sait pas, mais à mon avis, le client qui avait sa pièce depuis une bonne vingtaine d'années, il a dû la payer 2 francs 6 sous il y a 20 ans. Donc effectivement, il réalise pas pleinement son investissement aujourd'hui, mais il gagne énormément d'argent quand même. Donc je comprends bien l'intérêt effectivement d'aller proposer en fait des conditions particulièrement favorables en termes de process en fait auprès du vendeur qui vous permet d'obtenir les meilleurs prix. Après, au-delà de ces capacités de négociation, il y a aussi dans ma question, tu vois, la manière d'accéder à ces œuvres-là. Tu le disais en introduction, hein, c'est un marché qui est extrêmement opaque. Vous êtes une petite équipe basée en France. Alors, je doute pas du tout de vos qualités d'analyse artistique, mais comment est-ce que vous arrivez aussi à être sur les coûts? Est-ce que vous achetez que des œuvres en France? Est-ce que vous avez une vision internationale? Comment est-ce que vous avez développé cet ancrage s'il est international? Parce que j'imagine que les bonnes affaires, tu ne les fais pas forcément en France. Enfin, j'aimerais bien que tu nous expliques aussi, voilà, comment est-ce que vous appréhendez ce marché et qu'est-ce que vous avez mis en place en interne aussi pour être pertinent sur ce marché? Bien sûr. Alors, d'abord, le marché, il est international et l'équipe est internationale de facto. On est basé à Paris, mais on a au sein de notre équipe, d'abord, plusieurs nationalités. On est une équipe de 15 personnes qui ne s'occupe uniquement de la valorisation de l'actif. Combien est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est authentique? Combien ça se vend? Etc. etc. Donc, avant de parler du process, effectivement, de la mécanique d'acquisition, on a on a les capacités de payer rapidement et d'opérer la bonne affaire. Mais il y a aussi, et ça c'est important de comprendre dans le marché, c'est que le marché, il n'est pas toujours efficient dans son information. Ça permet à nos clients investisseurs de faire parfois des bonnes affaires lorsque on se retrouve d'une pièce d'un marché qui va être, on va dire, plus américain. Un exemple très concret, on avait acheté en plein Thanksgiving une œuvre d'un marché américain en Asie. Alors là, on est en décalage horaire. Les Américains, pendant Thanksgiving, ils sont pas là pendant 5 jours, ils décrochent pas le téléphone. Il y a à peu près personne n'a vu l'œuvre d'art et on était, et on est dans un contexte où
La personne n'a pas vu la pièce, il n'a pas accès à l'information parce que ça passe dans une petite société de vente aux enchères, on est, en plein Thanksgiving et cetera. Donc la chance, la possibilité, la propension de chance de faire une bonne affaire et de l'acheter à la barbe des Américains à ce moment-là, elle est réelle. Elle est pas totale, elle est réelle. On source beaucoup de bonnes affaires en réarbitrant le marché, en achetant, dans un endroit qui n'est pas sa place de marché. Récemment, nos clients ont investi dans une œuvre de Ed Ruscher, qui est un marché qui a plus de 80 américain. C'était une pièce qui était passée à Londres. La pièce a été ensuite, présentée, aux États-Unis et elle suscite un intérêt aux États-Unis. Ça nous est arrivé d'acheter aux États-Unis une œuvre de Niki de Saint-Phal sur un marché qui est beaucoup plus européen. Je crois 3 ou 4 mois plus tard, l'œuvre était revendue. Parce qu'elle a été replacée sur sa place de marché et parce qu'on a une capacité, cette pièce de Niki de Saint-Phal, à payer extrêmement rapidement, dans des délais extrêmement courts, extrêmement courts, en plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, ces moyens financiers conjugués à l'expertise et à cette capacité à sourcer les œuvres, elle est importante. Ensuite, oui, le marché international et notre expertise est internationale. Le process d'acquisition est le suivant. On sera à Londres la semaine prochaine, on reviendra à Paris pour la foire de Bâle, la semaine d'après, il y a, en novembre, les grandes foires américaines, donc les services, on va dire, le département art, service d'achat, de revente et cetera, se baladent dans le monde entier déjà et les œuvres, on les source dans le monde entier parce que c'est un marché qui est global. Donc la modalité transactionnelle, elle se fait de la façon suivante. On a un département d'acquisition qui repère une potentielle bonne affaire. Donc elle, voit cette pièce, il se trouve que c'est un tableau de Lucio Fontana, donc nos auditeurs taperont, ceux qui ne connaissent pas Lucio Fontana sur, internet, ils verront que c'est pour l'ensemble des tableaux monochromes de format la plupart du temps, verticaux avec des fentes, qu'il réalise dans les années 60. Il y a une notion très interchangeable sur ce travail. Un tableau à fente monochrome, rouge ou blanc, peut valoir, le prix d'un autre tableau, avec une fente rouge ou blanc de la même année. Donc il y a une stabilité des prix qui s'opère sur un marché qui est international. Spatialisme, et cetera. Je passerai toutes les considérations manifeste blanc, et cetera, toutes les considérations artistiques, mais c'est un artiste qui a, connu et qui connaît des rétrospectives dans le monde entier, qui, est défendu par, d'immenses galeries, à l'international. Je crois même d'ailleurs j'en suis sûr d'ailleurs, c'est assez drôle, il y a une photo c'est pour la petite anecdote, mais parce qu'on parle de Fontana, il y a une photo sur Instagram de, comment s'appelle cette dame, qui est une dame, très célèbre, qui était, je crois que c'était de Instagram, tu super forte, là-dedans? Super forte dans les espèces de mannequins internationaux, Non, je vais pas non? te suivre là-dessus. Du genre qui est la famille, qui est Jenner, non ça? Comment s'appelle sa sœur? Kylie Jenner? Et sa sœur s'appelle? Kim Kardashian? Kim Kardashian. Et donc il y a une photo de Je Kim sais pas comment prendre bravo. le fait d'avoir cette info. Mais bravo, merci. Donc Kim Kardashian, il y a une photo sur son Instagram de Kim Kardashian avec derrière son tableau de Fontana, blanc. Donc vous regarderez, voilà, vous passerez un petit peu de temps sur Instagram ou sur Google Images, Kim Kardashian, Lucio Fontana. Là, pour le coup, le caractère statutaire de l'œuvre d'art est à peu près évident. Il est à peu près évident. Et donc, on repère cette, à peu près, cette soi-disant bonne affaire et on se dit: «Tiens, on va la passer au crible». Alors la passer au crible chez nous, c'est la due diligence et là, ça rigole pas. C'est, 3 personnes chez nous qui vont vérifier si la pièce est authentique, il y a un rapport de condition, est-ce qu'elle est en bon état, est-ce qu'elle est au catalogue raisonné, est-ce qu'il y a un certificat, est-ce que le comité a reconnu la pièce, est-ce qu'il faut leur renvoyer la pièce et cetera et cetera. Tout cet ensemble de validité qu'on est obligé de cocher pour savoir si on passe à l'étape d'après, qui est combien ça vaut. La meilleure façon de savoir combien ça vaut, eh bien, c'est de demander aux marchands qui vont les revendre, cette pièce. Parce que c'est ça notre boulot. C'est pas que permettre à nos clients investisseurs d'avoir la possibilité de s'intéresser à ce marché. C'est de liquéfier le marché et donner la possibilité aux marchands d'avoir accès à cette marchandise sans avoir à décaisser de cash. Et donc, on va voir ces professionnels du marché de l'art et on leur dit: «Tiens, j'ai accès à cette œuvre de Fontana, est-ce que ça t'intéresse?» Évidemment, ils connaissent ça par cœur. Il connaît ça par cœur et comme en plus il n'est pas le seul galeriste dans le monde, ça nous permet d'aller voir 5, 10, 15 galeries dans le monde et leur dire: «Voilà, on a un objet typique de Fontana, 65 par 50, 1 mètre par 70, avec, une fente blanche de 1964.
combien ça vaut? Et là, ils nous répondent extrêmement vite, très précisément. Et comme il y a une certaine forme d'efficience de marché parce que les offres sont interchangeables, ils nous répondent tous à peu près la même chose. Donc s'ils nous disent que ça vaut à peu près 3,5 millions, on sait qu'eux, ils vont la présenter 4, qu'ils vont vendre à peu près 3,5 millions, qu'il faut qu'ils gagnent à peu près 500 000 euros, que sur les 500 000 euros, ensuite, ça nous amène à 3, que si on revend 3, notre client, il va falloir qu'il gagne à peu près 700 000, plus nos coûts, etc. Donc on fait une offre à 2. C'est aussi simple que ça. Donc, le comité de revente revient voir le comité d'acquisition en disant moi, cette pièce-là, je peux la revendre à temps. Et du coup, le comité d'acquisition vient finaliser son prix d'acquisition en faisant une offre sèche, mais réelle, d'acquisition au vendeur qui, s'il l'accepte, sera payé rapidement. D'accord, ouais. Et tu arrives avec une œuvre qui pourrait rapporter plus de 3 millions d'euros aux vendeurs dans des contextes. Enfin, c'est d'ailleurs s'il demande à n'importe quel galeriste, il pourrait vendre ce prix-là. Dans Tu combien de arrives à lui temps? vendre Bien sûr. à 2 millions. Alors la plupart du temps, non, mais quand ça arrive, c'est que c'est D'accord. bien acheté. Et vous faites combien d'offres justement pour. Des Enfin, tu vois, centaines. ouais, vous faites des centaines Oui, d'offres. c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, la Ok. plupart du temps, notre travail, il consiste pas à acheter les pièces, D'accord. il consiste à les louper. Il D'accord. consiste à les louper. Une œuvre bien vendue, c'est d'abord une œuvre bien achetée. Bien sûr. Aujourd'hui, Bien sûr. sans être autoritaire à travers un TRI qui veut pas dire grand-chose, mais la durée de détention des œuvres, je crois qu'on a sorti un petit peu moins de 20 deals au bout de 6 mois et demi, un peu moins de 7 mois, quelque chose comme ça, avec des rentabilités à quasiment 20 points, 17 et quelques. Mais si elles sont rapides, les deals sont rapides et que les rentas sont fortes, c'est tout, enfin, la performance est élevée, c'est uniquement, purement et simplement parce que parce que les œuvres ont été bien achetées. On n'a pas affaire à un marché haussier. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'on vend. C'est pas la thèse d'investissement. Nous, notre thèse d'investissement, c'est une durée de détention par club deal, par société porteuse de projet entre, on va dire, 2 et 3 ans, entre 1 et 3 ans, on va dire. Mais si vous achetez bien maintenant, vous n'avez pas besoin d'attendre que le marché évolue. Si ça vaut 12 000 du mètre et que tu achètes 7, Tu peux revendre demain. tu revends demain. Mhm. Tu revends 11, tu revends 10, peut-être que tu peux revendre 15, mais au bout de combien de temps? Et le temps que tu vas prendre à revendre 15, finalement, est peut-être moins rentable que de vendre 11 rapidement. Et ça arrive souvent, j'imagine comment vous consultez, enfin votre comité de vente consulte les marchands d'art. Il peut y en avoir certains qui directement disent moi ça m'intéresse de le revendre. Ça Et arrive c'est là que que c'est vous intéressant. ayez déjà conclu ou promis Et c'est là la que c'est revente avant même intéressant. d'avoir acheté. Et c'est là que c'est intéressant parce que du coup, le professionnel du marché de l'art, lui, t'as tout compris, c'est que le professionnel du marché de l'art, on devient presque sa banque, on achète pour son compte. Donc ça passe même pas Sourcé, chez vous en fait, ça arrive jamais dans vos entrepôts. Enfin, je sais pas si vous avez des entrepôts d'ailleurs, peut-être on pas. a effectivement, on a des endroits dans lesquels les pièces passent quasi, pas tout le temps, mais quasi systématiquement entre nos mains parce que elles vont nécessiter un changement de cadre, une restauration, un D'accord, vous faites quand même un nettoyage, peu de une photo. travail Ah ouais, oui, mais pas de mise en beauté. systématiquement parce que parfois on achète des pièces qui sont dans des états impeccables avec un vieux cadre mais un verre. Et il suffit simplement de retirer le cadre et parce que c'est des œuvres qui se présentent sans cadre et on l'arrive, on l'accroche avec un clou au mur, aussi simplement que ça. On prend le cadre, on l'enlève et puis c'est fini. Ça nous est arrivé d'opérer des transactions sur cette pièce de Niki de Saint-Phal. Je C'était quoi crois que comme ça, pièce? C'était une sculpture? c'était une grande nana, ouais. Ah, une grande nana, Une ok. grande nana fontaine, de provenance de chez Yolas, des années 60, une œuvre assez, extraordinaire, assez rare, particulièrement belle, dans un état impeccable. La pièce a été, acquise, elle a été directement conduite j'allais dire à la fondation. Nous on l'avait pas vue encore à ce moment-là, mais on a eu procédé à l'acquisition parce qu'on sait exactement, où on mettait les pieds, on sait exactement ce qu'on achetait. On a sur place des gens qui nous font ce qu'on appelle des rapports de conditions et qui s'engagent. D'accord? Qui disent voilà, voici comme lorsqu'on achète une montre par exemple, il dit voici, ça c'est d'origine, ça c'est pas d'origine, etc., etc. Et c'est un engagement du vendeur qui est légal. Et si dans le contrat d'acquisition, eh bien, on se rend compte que eh bien, ça n'a pas été mentionné, on considère que la pièce est en bon état, mais qu'en fait on a repeint la main dans le portrait, eh bien, en fait, c'est pas l'œuvre qu'on a achetée.
Donc on peut se faire rembourser. Est-ce que, alors c'est une question mais qui me vient là, tu parles d'artistes qui sont quand même ultra connus et reconnus. Il n'y a pas des systèmes de délai de préemption, par exemple, de musées nationaux? Alors ça arrive, mais il va falloir qu'ils les payent. D'accord. Aujourd'hui, le budget d'acquisition du Centre Pompidou, c'est à peu près 1,5 million d'euros. Donc, enfin, je pensais notamment, par exemple, l'expo Niki de Saint-Phal en ce moment. Euh, C'était une œuvre à quasiment 1 million. En fait, C'est fini. ils peuvent pas En acheter fait, les c'est tickets. fini et c'est terrible. Bon, ça, c'est d'autres considérations, mais le système du musée aujourd'hui, tel qu'il est fait, est complètement obsolète. C'est-à-dire que le marché de l'art a arrivé avec des moyens, des montants qui empêchent, qui interdisent les institutions, en tout cas en Europe pour la plupart des pays européens, mais beaucoup moins aux États-Unis, qui ont des systèmes plus mixtes, des systèmes de donation, des systèmes de fondation également. Et aujourd'hui, la fondation, elle vient faire les expositions dont le Centre Pompidou rêve. Genre la fondation Vuitton à Paris ou la fondation François Pinault fait des expositions dont le Centre Pompidou n'ose même pas rêver. Quand ils font une exposition Egon Schiele Basquiat, c'est extraordinaire. C'est littéralement extraordinaire. Quand ils ont fait une exposition Simon en taille, Centre Pompidou avait fait 5 ou 6 ans plus tôt une exposition Simon en taille. C'est-à-dire qu'ils ont la même, ils ont des moyens finis, ils ont les mêmes capacités et la même légitimité que ces grands musées, avec des moyens qui sont décuplés. Ok, ok, ok. Ouais, donc c'est aussi un marché qui s'est particulièrement privatisé, en fait, ces dernières années. Ouais. Très clairement. Et aujourd'hui, les grands moyens, les grands musées américains ou des musées privés en Asie ont des moyens financiers qui leur permettent d'acquérir les œuvres, mais la plupart des grands musées européens vont vivre avec une histoire qui est très liée au musée et à son acquisition. À l'époque, une grande donation et puis des acquisitions qui sont renforcées à travers le temps. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de beau tableau de Basquiat au Centre Pompidou. Et ça me semble improbable qu'ils en aient un jour. Le record du monde pour une œuvre de Basquiat, c'est 120 millions de dollars. Ils sont dans une Par contre, lorsqu'il y avait l'exposition de Basquiat à la Fondation Vuitton, le tableau qui était vendu 120 millions de dollars était présenté. Et pour le coup, il était prêté. Il était prêté. Il était prêté, mais fais-moi confiance, Bernard Arnault a des beaux tableaux de Basquiat. Oui, d'accord. Ok, ok. Alors, on a beaucoup parlé du marché de l'art, votre stratégie d'acquisition. Je pense que c'est clair pour tout le monde maintenant. Merci beaucoup pour ça. Je voulais qu'on prenne le temps quand même, et puis on n'a plus beaucoup de temps en plus, de parler un petit peu de vos investisseurs, parce que c'est quand même assez particulier. Ils investissent dans des club deals, c'est-à-dire qu'ils achètent des petits bouts d'œuvres d'art, qui verront peut-être jamais ou peut-être pas, je sais pas. C'est toi qui vas me dire. Mais en fait, parfois, si ça passe pas par chez vous, il y a peu de chances qu'ils puissent le voir, j'imagine, peut-être en photo. Ça parle à qui? Donc, ils viennent chercher une performance, un TRI, avec une thèse d'investissement qui est très claire. Et d'ailleurs, je précise que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je pense que c'est important de le dire, parce qu'en plus, on a parlé de performances, et on parlait aussi de performances annualisées, hein, les TRI. Ah non, c'était même pas. Notre TRI, il a 33%, un truc comme ça. Annualisées, ok. Ouais. D'accord. Mais en fait, j'en parle jamais des. Pardon, c'est un peu. Je te coupe sur ça, mais pour moi, c'est très fallacieux de parler d'abord de TRI lorsqu'on fait des investissements et qu'on les sort sous 6 mois. Enfin, si tu veux, donc ça, pour moi, ça n'a pas de. Ça a pas de. Ça a pas c'est pour ça que je parlais de performance et non pas de TRI. Et puis en plus, c'est pas la thèse d'investissement. C'est-à-dire que la thèse d'investissement, chez nous, va être des durées de détention entre 1 et 3 ans pour 80% des deals, avec un maximum de 5 ans. Mais l'idée, elle est plutôt de se dire comment avoir accès à une classe d'actifs, à un marché qui nous était interdit avec un niveau, et ça c'est très, c'est selon moi, hein, ça m'engage que moi, mais avec un niveau de risque qui est complètement décorrélé par rapport à son potentiel de gain. C'est-à-dire que le risque de perdre de l'argent sur une bonne œuvre de Picasso, franchement, à moins d'avoir acheté l'œuvre avec ses pieds, et pourquoi pas, hein, c'est très compliqué de perdre d'argent parce que le marché est fondamentalement stable. Il est hyper stable. Donc sur un marché qui est pas, on va dire, qui est très stable, bah, il y a pas 2 façons de gagner de l'argent. Soit tu spécules sur les marchés à venir, soit tu bats le marché à l'acquisition. Mais si on a les marchands dans le système transactionnel qui est le nôtre, dans le système d'acquisition qui nous disent: «Moi je présente à 4, je vends 3,5, j'ai besoin de gagner 3, j'ai besoin de gagner 500, j'ai besoin d'avoir une œuvre confiée à 3», bah, à partir de là, on fait le décompte.
C'est le décompte, et quand on achète à 2, de 3, de 4, on sait qu'on a gagné. Mais à la fin, c'est une pièce qui vaut 3,5. Donc si on achète de 4 ou de 5 une œuvre qui vaut 3,5 à la sortie, bah, il y a des œuvres sur lesquelles ça fonctionnera moins bien. Mais je trouve que le niveau de risque par rapport au potentiel de gain est complètement disproportionné par rapport à plein de classes d'actifs. Et ça, pour moi, c'est très rassurant. J'aime bien dire ça. Je suis désolé, mais je ne sais pas où sera l'action Tesla ou Google dans 10 ans, mais dans 100 ans, on continuera d'acheter et vendre des Picasso. Alors, l'information que je viens de vous donner, elle est peu pertinente dans le sens, dans 100 ans, on ne sait pas où on sera, et c'est juste. On n'investit pas pour dans 100 ans, mais ce qui vaut pour dans 100 ans vaut aussi pour dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. On a accès à une qualité d'actifs extrêmement rassurante. Si vous aviez acheté des tableaux de monnaie à la fin du 19e siècle plutôt que d'acheter de l'immobilier parisien, vous seriez infiniment plus riche 100 ans plus tard, 150 ans plus tard, en ayant acheté les tableaux de monnaie. Mais infiniment plus riche. Ça, pour nous, c'est rassurant. Ça, pour nous, c'est rassurant. Le fait que ce soit un marché qui soit international, c'est rassurant. Et quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui je trouve est toujours intéressant, c'est et encore une fois, je le dis peu parce que je suis d'accord avec toi, il faut pas vendre de la plus-value et les plus-values futures ou passées ne préjugent pas des plus-values futures, etc., etc. Mais il y a quand même une réalité, c'est qu'entre 2000 et 2006, on a un marché qui a pris plus de 600%. Au global, Aujourd'hui, le au marché de global, l'art. au C'est pas global. uniquement les blue chips que vous visez ou... Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que de manière globale, il prend 600%. Lorsque vous intéressez au marché de l'art aujourd'hui, ceux qui en parlent, ce sont les journalistes et eux, ils vont regarder le chiffre d'affaires annualisé. Mais je sais ton auditoire, financière, c'est pour ça que je me permets de ces chiffres et tu me dis si c'est trop, si c'est un petit peu emmerdant. Mais globalement, depuis 20 ans et un peu plus d'ailleurs, le marché de l'art, il opère en transactions annuelles entre 55 milliards de dollars et 65 milliards de dollars de transactions par an. 55-65. C'est ultra linéaire. À plus 10, moins 10, à plus 5, moins 5 en milliards, on va dire à 10% de volatilité, il est exactement, 10, 15 max, il est exactement au même montant, année après année. C'est quand même curieux. Tout le monde s'est enrichi, tout vaut plus cher, mais le marché de l'art, il ne change pas son volume transactionnel annuel. Et l'émergence de certains pays qui ont peut-être plus de moyens aujourd'hui, ça n'a pas eu un impact significatif sur les volumes de transactions parce que on peut Le, imaginer que... Qu'est-ce qu'ils achètent? Ouais, je ne sais pas. C'est En toi qui vas fait, me le c'est dire, qu'est-ce ça. qu'ils achètent? Qu'est-ce qu'ils achètent? Et c'est là que c'est intéressant de voir ça. Il faut pas confondre valeur et volume. Le volume transactionnel, année après année, on va dire que c'est 60 milliards de dollars. Par contre, lorsqu'on regarde la valeur de ce marché, entre 2000 et 2020, jusqu'à nos jours, il fait plus 600%. En 2021, l'intégralité des œuvres d'art détenues chez les particuliers dans le monde, c'était 2100 milliards. Aujourd'hui, c'est 2850 milliards. Comment on a généré plus 30% de valeur dans un marché où le volume transactionnel est le même? Bah, c'est pas avec les red chips, c'est pas avec les artistes à 30 000 balles. C'est avec les artistes qui valaient 5 millions, qui désormais en valent 15, qui en vaudront 30, etc., etc. Elle est là, notre thèse d'investissement. Elle est sur une qualité d'actifs qui se, j'allais dire, qui gagne en profondeur et en valeur à travers le temps. Et je vais même te dire que ça, si on le sait, on en a conscience et on a confiance, c'est même pas sur ça qu'on parie. Nous, notre boulot, il est de battre le marché à l'acquisition. On pourrait, et d'ailleurs, certains de nos clients disent, mais moi, je préférerais garder ma pièce 5 ans, 10 ans. Fine, dépense 2 millions. Et on a des clients comme ça qui me disent, bah moi, je préfère dépenser 1 million pour acheter mon œuvre et attendre que ça se valorise. Et en plus, je vis avec. Oui, Et ça pourquoi s'entend. pas? Ouais. Et ça, vous les Mais aidez aussi parfois à les bien acheter. sûr, mais bien Ouais, sûr. ça, c'est On fait de plus la partie l'advisory, bien advisory, sûr. ouais, C'est la exactement. partie advisory. Ici, on s'est acheté pour Matisse, on s'est acheté pour eux. Il n'y a pas de sujet sur l'acquisition. Il n'y a pas de sujet sur l'acquisition. Il faut juste que ce soit acheté. C'est juste qu'on va prendre en compte la plupart du temps leur goût en plus, qui est une petite difficulté en plus, parce qu'aujourd'hui, vous pourriez investir dans, je sais pas moi, des bandes de Buren. Je comprends que certains spectateurs
d'aujourd'hui ne s'intéressent pas toujours aux bandes de Buren, et pour ceux qui ont été traumatisés par les années Mitterrand les années 80, effectivement, cette œuvre qui s'intitule Les Deux Plateaux, donc ces colonnes, ces célèbres colonnes de Buren, certains en sont complètement allergiques, mais dans un travail interchangeable, il y a quasiment un prix par bande. Donc si on paye la bande 6 000 alors qu'elle en vaut 10, c'est quand même gagné. Mais je comprends que la personne me dise, bah désolé, je veux pas vivre avec. Par contre, l'investisseur, ça l'intéressera. Donc vos investisseurs, ils investissent à partir de 20 000 euros, c'est ça? À partir de 20 000 euros par œuvre, ils ont un peu plus de 100 000 euros chez nous en moyenne sous gestion. D'accord. Et je sais pas si tu as un profil type d'investisseur ou c'est très très varié. Très varié, très varié. On a des très variés à la fois en... Alors, il y a un peu plus d'hommes, mais ça, j'ai du mal à m'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est assez commun dans le domaine de l'investissement. Oui, dans l'art moins, je pense, mais Probablement, mais et ce dans qu'on constate, l'investissement, c'est oui. qu'on a un petit peu plus, donc sur 2000 clients, on a un petit peu plus d'hommes. C'est peut-être le côté tech, puisqu'on est aussi une plateforme, donc comme les géants investissent directement sur la plateforme, peut-être que c'est la notion de plateforme, mais j'en sais rien. Mais on a des clients très variés j'allais dire, dans le travail qu'ils peuvent faire ou dans l'âge qui sont les leurs. Globalement, c'est un petit peu plus d'hommes, mais on a affaire... Si, on a un point commun quand même, c'est beaucoup de gens qui ont une vision, je vais pas dire patrimoniale, mais qui sont plutôt un peu riscophobes. C'est beaucoup de gens qui sont un peu riscophobes, qui pourraient avoir une tendance à acheter de l'or, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà. Ouais, et qui cherchent aussi à avoir des actifs qui sont décorrélés des marchés. Oui, décorréler des actifs traditionnels. Et si Paris et moi nous nous enrhumons, ça sera pas, désolé pour Matou, mais ça sera pas nécessairement le cas de New York, ni de Pékin, ni de Hong Kong, etc., etc. Et ça les rassure beaucoup. Ils sont pas complotistes, hein, mais ils vont plutôt investir effectivement dans de l'or, ou bien ils peuvent avoir un caractère entrepreneur. Voilà. Avec des gens qui peuvent avoir fait du private equity, des choses comme ça, par exemple. Ok, ok, très clair. J'ai une dernière question que je voulais te poser. Matisse, vous l'avez monté il y a quelques années maintenant, mais c'est relativement récent. Tout jeune, on a l'agrément depuis novembre 2023, on commence réellement à travailler début 2024, ça va bientôt faire 2 ans. Vous avez acheté combien d'œuvres depuis On a acheté une soixantaine de pièces, on a revendu un peu moins de 20. Heu, alors c'est rigolo parce que lorsqu'on regarde la croissance de notre activité, la première œuvre, il nous faut beaucoup de temps pour lever le premier million. Aujourd'hui, on lève quasiment 1 000 000 € par semaine pour acheter des œuvres, ce qui fait de nous un acteur, important auprès des professionnels du marché de l'art. Lorsqu'on leur confie les pièces, ils savent qu'on sait répondre rapidement à un besoin, à un galeriste qui pourrait présenter une œuvre de soulage, mais qui n'a pas les moyens de les acquérir, pourrait nous solliciter pour que l'œuvre soit acquise et qu'elle lui soit consignée pour vente. C'est un marché d'offreurs. Pour pouvoir vendre, il faut avoir acheté. J'aime bien faire le parallèle avec l'immobilier. Euh, c'est un petit peu comme dans l'immobilier, il y a des marchands de biens qui travaillent avec de la dette et des agents immobiliers. Dans le marché de l'art, il n'y a pas d'agents, mais il y a des marchands de biens artistiques et qui fonctionnent sans dette. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme, j'allais dire, on propose aux professionnels qui sont des marchands de biens artistiques de devenir agents immobiliers, d'avoir plus de biens à vendre sans avoir à décaisser un euro. Et ça fait un partenariat avec eux qui est extrêmement enrichissant pour eux comme pour nous. Ils ont envie de travailler avec nous, mais du coup, bah, plus ils en ont envie, plus ils présentent de pièces, plus il y a de pièces qui sont présentées, plus ils les vendent, plus ils vendent, plus on rapporte, on rapporte un TRI, une rentabilité, une performance à nos clients, plus il y a du réinvestissement, plus on rachète de nouvelles pièces, etc., etc. Aujourd'hui, on aura collecté à la fin de l'année, la première année, on fait 30 millions, la deuxième, 60. Je pense qu'on a ouvert, nous avons ouvert cette année la Suisse, donc Genève et Milan, avec des départs notamment milanais qui se font dans d'extrêmement bonnes conditions. Je pense qu'on sera une société qui aura une capacité à faire plus de 500 millions, peut-être 1 milliard par an transactionnel, au moins, j'imagine. J'imagine qu'un jour, il y aura une destinée américaine. On le voit déjà avec les Suisses, lorsqu'on leur propose des club deals à 20 000 euros, ils nous disent mais à quand le fond? Bah, du coup, on y travaille. D'accord, bah, ça rejoint ma dernière question. Du coup, moi, j'avais envie de savoir justement comment toi, tu te projettes avec Matisse. Qu'est-ce que, tu vois, dans 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu as envie que ce soit Matisse en soi? Et puis, qu'est-ce que tu as envie d'être dans Matisse aussi, peut-être à ce moment-là?
Moi, je suis cofondateur de Matisse et je sais faire que ça. Alors, je sais pas si c'est rassurant ou pas pour, encore une fois, les gens qui nous écoutent, mais moi, je saurais pas faire d'autres métiers. Je sais faire que ça et j'ai pas de destin à faire autre chose. Il y a des serial entrepreneurs qui ont, mon associé François Carbone est très fort, il avait monté une société formidable qui s'appelle Anaxago, qu'il a quitté, pour venir, travailler et fonder avec moi, Matisse, mais je pense qu'il y a une capacité à faire d'autres choses. Moi, sincèrement, je sais faire que ça me passionne. Je ne travaille jamais ou je travaille toujours, je ne sais pas, mais ça me passionne. L'idée de la création du fonds, on y travaille. L'idée de rendre ce marché plus transparent, plus régulé est pour nous quelque chose de très important. De le rendre plus accessible sans perdre dans la qualité d'investissement, pour nous, c'est fondamental. Et puis, effectivement, se rendre indispensable auprès des professionnels du marché de l'art et des gestionnaires de patrimoine, des family office. On a envie que lorsqu'ils pensent investissement en art, on a envie qu'ils pensent Matisse. D'accord, oui, parce qu'on l'a pas précisé effectivement, mais vous distribuez à la fois en direct via votre site internet et via des, distributeurs type, family office ou gestionnaire de patrimoine, Un c'est petit bien peu ça? en direct et beaucoup en B2B2C, D'accord, d'accord. Donc effectivement. le gros de votre, de votre collecte, vous le faites à travers d'intermédiaires, qui vous distribuent? Oui et puis moi j'ai un goût, j'aime bien travailler directement avec les professionnels du marché de la les professionnels de la gestion de patrimoine parce que c'est un service en réalité qu'on leur apporte et j'aime apporter un service. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'arriver avec une nouvelle corde à leur arc, s'ils ont accès c'est très dur aujourd'hui de se différencier, particulièrement dans le monde de l'investissement, avec une nouvelle classe d'actifs et avec un projet qui soit pas trop con et intéressant. Alors, le private equity est arrivé rapidement, ces dernières années. On a levé des milliards et encore, je pense qu'on est qu'au début. Je pense qu'on l'a fait, pour certains dans de bonnes conditions, pour d'autres bien trop vite, et je pense qu'il y a des gens qui vont perdre beaucoup d'argent. Hem, je crois qu'il est important de comprendre les classes d'actifs dans lesquelles on se positionne, d'avoir une vision de son patrimoine et de la forme qu'on a envie de lui donner. Et je crois que les gestionnaires de patrimoine doivent faire face à une grande complexité. Et je parle des family office en général, les professionnels de l'investissement, ils doivent faire face à une grande complexité. C'est qu'ils ont des clients uniques qui leur demandent un service unique, mais que malheureusement, ils ont une offre pour beaucoup d'entre eux qui est très, j'allais dire, très classique et on pense qu'on arrive avec une proposition différenciante. OK, donc tout l'enjeu sera de continuer aussi à innover, dans les années à venir Toujours. et puis on a hâte de voir ce que ça donnera du coup. Merci beaucoup Arnaud, d'avoir Merci pris à le temps de toi. nous raconter tout ça. Si vous avez des questions, si vous avez des réactions, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à, liker l'épisode, mettre des avis 5 étoiles, nous écrire, proposer aussi si vous avez des idées de nouveaux thèmes ou des questions à poser à Arnaud, on lui fera suivre. J'espère que l'épisode vous a plu et puis je vous dis à très vite. Merci Arnaud. Merci Aurore, à bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Just Focus et je vous en remercie. Une dernière chose avant de partir, si jamais cet épisode vous a plu, pensez à mettre un like. Vous pouvez aussi faire vos retours en commentaire, je serai ravie de les lire. Et enfin, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. À très vite.